Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital 100% PSG. Bienvenue une nouvelle fois avec nous, 1 heure de podcast pour parler du Paris Saint-Germain et de l'actualité du football français. Il y a des choses à dire, hein, comme toutes les semaines. Et on va commencer en vous présentant l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Alors, je vais commencer avec les titulaires qui étaient là la semaine dernière. Yacine Anned, comment ça va Yacine? Salut à tous, ça va, merci. Ça va le déconfinement? Ouais, ça va, tranquille. En plus, il fait beau, donc ça fait Tu du sors bien. un peu? Tu sors un peu Ouais, avec petit. ouais, quand même, quand même. Clément Pernia également avec nous. Ça va Clément? Salut Hugo. Ce qui est marrant avec Yacine, c'est que son casque est plus gros que sa tête. Ça me fait toujours rire. Il a testé plusieurs choses. Il a testé les écouteurs, ça marchait pas juste avant, donc il est repassé au casque de son fils. Au moins, on est sûr, on l'entend très bien, on a une connexion impeccable. Et enfin, il est déjà venu avec nous, il a déjà fait un podcast avec nous quand on était encore en studio avant confinement, rédacteur sur le site de Paris United, donc vous avez l'habitude de retrouver ses articles et sa signature. Mathis Jacquat qui est avec nous. Ça va Mathis? Ça va, nickel, merci Hugo. On est très content de t'avoir avec nous sur le podcast. Un Mousse, on l'a un peu fait tourner, on a fait un peu de rotation, il était Il super était fatigué. Ouais, et ouais, il faut reposer les anciens, donc on a dit qu'on tourne un peu. Bah écoute, comment ça s'est passé toi, Mathis, le confinement et et déconfinement, ça va? Tout le monde va bien? Le confinement, ça a été un peu difficile comme tout le monde, on n'a pas l'habitude, mais dans l'ensemble, ça a été. Et puis le déconfinement, ça fait du bien, hein. Il fait beau, on peut sortir avec les enfants maintenant, donc C'est ça. c'est la vie. On attend que les restaurants ouvrent aussi. Ah oui, parce Très que d'accord avec il Clément. faut le dire, tu as un restaurant et tu aimerais bien que ça rouvre très rapidement. Ça serait pas mal. À Boulogne-Billancourt, si tu veux faire ta pub, c'est maintenant. Hugo, Ouais, une crêpe à Boulogne-Billancourt, vous venez quand vous voulez. Vous aurez une crêpe gratuite. Ouais. Salé au sucré. Je vais vous présenter le sommaire de ce 35e numéro du podcast Hors-jeu Capital. On commencera tout d'abord par la cacophonie du foot français qui continue un peu. On a vu ces derniers jours notamment l'amendement qui avait été déposé par 4 sénateurs, notamment du Rhône, de la région du Rhône-Alpes, pour débloquer un petit peu la situation et reprendre le football en France. Malheureusement, ça a été retoqué par le Sénat, on en discutera tout à l'heure, et on évoquera aussi la question de savoir est-ce que les gens qui changent d'avis petit à petit sur la reprise du football en France avec ce qui se passe en Bundesliga, et on le voit pour la Serie A, la Première Ligue et la Liga, est-ce que voilà, les joueurs et autres, les acteurs ont changé d'avis finalement pour une reprise du foot en France? On passera aussi à notre rubrique Mercato. Il y a quelques rumeurs, quelques infos qui circulent et qui pourraient s'avérer officielles très rapidement, notamment pour Mauro Icardi qui devrait rejoindre le PSG officiellement avant le 31 mai, hein, la date de sa fin de son option d'achat obligatoire, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain. On parlera des détails du contrat tout à l'heure. On parlera également de la piste des arrières-gauches avec notamment Alex Telles, l'arrière-gauche de Porto, qu'on a déjà évoqué dans le podcast et qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain normalement pour 25 millions d'euros. Et enfin, on terminera le podcast, comme vous le savez maintenant chaque semaine, avec un sujet rétro. Alors, on a déjà fait les numéros 9, on a fait les numéros 10, on a fait les défenseurs centraux, on a fait les ailiers. Et cette semaine, on s'intéressera au milieu, on va dire au milieu 6-8. Voilà, on ne prend pas les 10 et les ailiers comme on a déjà fait. On parlera des milieux qui jouent un peu plus bas, un peu plus défensifs et qui ont marqué l'histoire du PSG et qui vous ont marqué personnellement. Donc, on commence tout de suite avec notre premier sujet, le débat voilà, sur la reprise du football en France. Comme je vous le disais, hein, Jean-Michel Aulas qui a voulu passer par la voie parlementaire pour faire reprendre le championnat. Elle a un amendement sénatorial voilà, qui visait à permettre une reprise du championnat dans le cadre de l'examen du projet de loi voilà, sur les dispositions urgentes face à l'épidémie du Covid-19. Mais cet amendement a été rejeté par le Sénat, qui prévoyait voilà, de laisser aux ligues le choix d'autoriser la reprise des compétitions, après évidemment un avis du comité de scientifiques et selon un protocole sanitaire adapté, qui était porté par 4 élus, les Républicains du Rhône, qui a été retoqué donc par le Sénat et d'ailleurs qui a été félicité, un refus qui a été félicité par la ministre des Sports, c'est assez paradoxal, Roxana Maracineanu, sur Twitter, voilà, qui, je cite, je vous lis son tweet, le Sénat a voté le dispositif porté par le gouvernement pour sécuriser les décisions des fédérations et ligues face à la crise sanitaire. Je me félicite que l'amendement qui visait à rouvrir le débat sur la fin des championnats 2019-2020 n'ait pas été adopté. J'aimerais bien avoir une réaction de vous trois, les gars, sur ça. Rien que sur ça, quand même. Une ministre des Sports qui se réjouit que le football ne reprenne pas et que le débat se termine. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes aussi surpris que moi? Je commence avec toi, Yacine. Surpris de son tweet ou surpris de la décision? Surpris on va dire qu'elle se félicite que la décision, que l'amendement ne soit pas pris en compte par le Sénat. Surpris, non, parce que malheureusement, je ne m'attendais pas à autre chose de cette personne, mais déçu parce que je me dis c'est la ministre des Sports et finalement elle est contente qu'on ne reprenne pas le sport, quoi. Donc,
ou alors elle se trompe de rôle, ou j'ai pas compris le rôle du ministre des Sports, mais il y a quand même une ambiguïté qui est quand même assez phénoménale. Elle s'est déjà pas battue pour que le sport existe. Maintenant, elle se bat carrément pour que le sport ne reprenne pas. Donc, bon, bah, apparemment, on n'a pas la même vision de ce que doit être un ministre des Sports. D'ailleurs, il y a l'ancien ministre qui lui a répondu sur Twitter en disant que lui était justement presque choqué de voir qu'on ne rouvrait pas le débat. Voilà, après c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus une guéguerre entre de pouvoir, on a le pouvoir, on a décidé ça et on ne changera pas d'avis. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'avis divergents et suivant les régions dont on est issu, on a encore des avis divergents. Donc ça devient trop compliqué, suivant que la preuve, c'est que cet amendement a quand même été présenté par des députés, des sénateurs du Rhône, comme par hasard. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais c'est vrai que voilà, quand on connaît la position de Jean-Michel Aulas, des sénateurs du Rhône qui présentent un projet comme ça paraît toujours un peu bizarre ou suspect. Peut-être que si c'était venu de sénateurs des Bouches-du-Rhône, voilà. Ça a été signé par 74 sénateurs. Hein. Oui, oui. Ça a été porté par des Voilà. sénateurs du Rhône. Ouais. Donc bon, c'est un peu, c'est compliqué, c'est bizarre, c'est décevant aussi. Voilà, après moi, ce que je dis toujours, c'est que le problème dans la politique, c'est toujours de se dire, est-ce qu'on est capable d'accepter, à un moment donné, de changer d'avis, de reconnaître ses erreurs, même si c'est pas une grosse erreur, hein, parce que la décision au départ, elle peut paraître bonne. Bah, voilà, est-ce que c'est pas mieux des fois de se dire, ok, c'est vrai, on s'est peut-être précipité. Voilà, on revient sur ce qu'on a dit, c'est pas dramatique à partir du moment où justement l'épidémie diminue, qu'il y a moins de risques, etc. On pourra reparler aussi après de certaines choses qui vont rouvrir normalement, comme Euro Disney, comme le Puy du Fou, C'est ça. avec beaucoup plus de monde. Parce qu'au départ, le foot, c'était aussi sans spectateurs. Donc il y a 22 joueurs. Donc est-ce que c'est plus dangereux de faire jouer 22 joueurs que de rouvrir le Puy du Fou? Voilà, tout ça, ça se pose comme question. J'ai pas de réponse, hein, mais en tout cas, il y a Non, quand mais même des choses bizarres, quoi. c'est un débat qui est intéressant. Vas-y Clément, c'est un débat qui est intéressant quand même parce que au début, on se dit peut-être que, comme le dit un peu Yacine, c'est que les instances ne veulent pas, et le gouvernement surtout, ne veulent pas revenir en arrière, faire machine arrière pour se désavouer et se dire finalement on avait tort. On a pris ces décisions quand la crise était au plus haut. Maintenant, on voit que ça commence un peu à évoluer. Donc, ça peut-être, enfin, avec cet amendement rejeté, ça laisse plus beaucoup de recours possibles à Jean-Michel Aulas, en tout cas pour faire reprendre le championnat. Ah, mais moi, je trouve Yacine très modéré. Parce que moi, je trouve ça grotesque ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que déjà, la décision initiale avait été très prématurée. Elle pouvait se comprendre, mais déjà, elle était prématurée. Et là, aujourd'hui, on arrive à un contexte où l'aveuglement prend le dessus sur la prise en compte de tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui se passe autour? L'Allemagne a repris. On voit que c'est un franc succès. C'est un vrai succès, la reprise en Allemagne. Le foot a repris. C'est pas le foot qu'on aime, mais c'est mieux que rien. Le spectacle est présent. Les animations en tribune, c'est pas le rêve, mais voilà, c'est encore une fois, c'est mieux que rien. En Espagne, ça reprend. En Italie, les entraînements ont repris. Si on en reste à la France, Yacine a commencé à aborder le sujet. Le Puy du Fou rouvre. Les parcs d'attractions rouvrent. Les cinémas et théâtres rouvrent en juin et juillet. Tout ça, c'est avec du monde en tribune. Hein. En tribune, dans les gradins. Les religions ont repris. Les églises, les mosquées, tout a... les endroits où il le Conseil d'État a validé la réouverture des lieux de culte. Et en football, on doit interdire le football. Sous quel prétexte, je ne sais pas. On a une ministre des Sports, elle est lamentable. Elle est lamentable. Elle ne défend absolument pas les intérêts du sport. Elle se réjouit, vous vous rendez compte, elle se réjouit que le sport professionnel ne reprenne. Elle se réjouit que des clubs sportifs, notamment des clubs de rugby, qui vivent en grande partie, qui survivent en grande partie grâce aux revenus des stades, sont en train de le couler. Elle se réjouit que des emplois dans les clubs professionnels, parce que les clubs professionnels, ce n'est pas que Neymar, ce n'est pas que Thauvin, ce n'est pas que Mbappé. Il y a des employés derrière. Elle se réjouit que des journalistes sportifs, et on est bien placé pour le savoir, se retrouvent au chômage sur le carreau. Tout ça parce que pour sa guéguerre, pour son ego, parce qu'en France, on dénigre le football. On considère que le football, c'est pas important, c'est pas aussi important que le cinéma, le théâtre, les restaurants, les lieux de culte et le Puy du Fou. Et du coup, on ne reprend pas le football, c'est un choix politique, c'est une honte. On devrait faire machine arrière, pardon, Yacine a raison.
Et là-dessus, et je pense qu'il faut le souligner, Aulas, il a très bien compris. Aujourd'hui, on a encore appris que malgré son recours chez les sénateurs, il a recontacté ce matin, il était chez France Info, il a recontacté Édouard Philippe. Et Aulas, on l'aime peut-être pas par ses combats au quotidien pro-Olympique Lyonnais, mais quand il a un combat dans la tête, il ne lâche pas. Et ce qu'il fait aujourd'hui pour la reprise du football, je trouve ça exemplaire et je pense qu'il devrait être un peu plus suivi dans le foot. Malheureusement, il s'est grillé au départ du combat en défendant, en parlant de saison blanche, etc. Parce que voilà, il voulait les intérêts de l'OL. Mais aujourd'hui, il mène un vrai combat. Et dernier mot, après je laisse la parole à Mathis, les joueurs de foot, on peut en dire un mot aussi en France, ni le PSG, ni l'OM, ni l'OL, et voilà, très peu de clubs ont acté des baisses de salaire pour aider leur club, alors que ça a été fait à l'étranger, notamment au Real Madrid et en Angleterre, à Manchester, il me semble. Par contre, derrière, ça va pleurer à l'UNFP. L'UNFP vient pleurer parce que les joueurs ont peur de reprendre. Pareil, attitude des joueurs, je trouve ça scandaleuse. Et franchement, le football français n'est jamais tombé aussi bas, je trouve, qu'en ce moment. Mathis, ton regard sur tout ça pour aller un peu dans le prolongement de ce que disaient Yacine et Clément. Mais je pense qu'on est forcément fan de foot quand on suit des émissions comme ça ou qu'on les fait. Et en fait, c'est désespérant. En fait. Et ce qui est choquant, en fait, c'est que la décision a été rejetée à peine 24 heures après qu'elle ait été déposée. L'amendement, il est arrivé sur le bureau, il est reparti à la corbeille tout de suite. En fait. Des fois, il y a des décisions, ça prend 15 ans à être voté au Sénat, à l'Assemblée nationale. Par contre, tout ça a été décidé en une journée. Bah c'est qu'il n'y avait pas de débat. En fait, il comptait pas du tout réouvrir le débat. Et je suis obligé de suivre Clément et Yacine. On est quand même un pays où quand on est fan de foot, c'est compliqué. C'est pas le sport, c'est vraiment pas la priorité, alors que ça fait vivre énormément de gens. Puis sans parler de l'aspect financier, il y a l'aspect moral où, enfin, c'est quand même ça change les idées. Il y a des gens qui attendent les matchs, d'aller au stade, ça soit foot, rugby, basket, handball, pardon. C'est désespérant et franchement, on est un des seuls pays à se comporter. À se comporter comme ça. Quand on voit autour, malheureusement, on ne saura pas tout de suite si c'est la bonne décision. L'Allemagne, ça a l'air de prendre un bon chemin. Ça a l'air d'être une bonne chose que ça reprenne et que c'est un franc succès, comme le dit Clément. Maintenant, on aura la décision finale d'ici 1 an, 2 ans. Il n'y a pas assez de recul. Mais on ne pouvait pas, quand on avait le luxe on pouvait se payer le luxe d'attendre en fait, pour prendre cette décision-là. Et non, on est en France, donc on a dit non, pas de sport. Et effectivement, pour reprendre Yacine et Clément, une ministre des Sports qui se bat pour pas que le sport reprenne. Enfin, voilà, tout est dit en fait. Rien que ça prouve l'état d'esprit qui règne en France au niveau du sport et surtout du foot en fait. Un dernier mot, déjà ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au moins tu peux tenter quelque chose. Là, on tente rien. Les Allemands, ils tentent quelque chose, les Espagnols tentent quelque chose, ils tentent à huis clos, ils tentent de reprendre avec des masques, avec de la distanciation sur les bancs de touche. Nous, on n'a même pas demandé reprise avec stade plein, on demande juste de reprendre, de tenter quelque chose. Là, c'est un non directement. Et on n'a pas parlé de la déclaration cette semaine de Maracineanu, qui a parlé des vaccins, le pas de retour à la... Ouais. Excuse-moi, je prends les devants. Pas de retour à la normale du sport au haut niveau sans vaccin. On sait tous qu'aujourd'hui, les vaccins, ça peut arriver dans 1, 2, 3 ans, on n'a aucune certitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de retour dans les stades avant 2023. Enfin, Mathis a raison, le football, à un moment donné, alors nous, on est fans de football, donc forcément, on est les premiers concernés, mais tout le monde est fan de foot, tout le monde va dans les stades. Voilà, ça concerne énormément de gens. Quelque part, ça fait partie du quotidien. On le voit à l'étranger. C'était inenvisageable de ne pas reprendre le foot, notamment, je pense, à l'Angleterre ou à l'Espagne, parce que c'est un mode de vie. Les gens vont au foot comme ils vont à leurs courses, comme ils vont au boulot. Et nous, en France, on a trop dénigré cet aspect-là, et quelque part, c'est dommage, c'est très dommage. Ouais. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que je pense que c'est aussi l'image du sport en France. Alors, le foot en particulier, parce que ça a toujours été une image très péjorative. Hein. Tu suis le foot, t'es un gogol, voilà. Et en même temps, c'est toute cette économie, ça veut dire qu'en gros, on ne va pas faire reprendre des millionnaires, etc. Voilà, on connaît le fameux discours. Mais c'est l'image du sport en France, c'est-à-dire que le sport n'a jamais été valorisé, et ce, dès l'école. C'est quelque chose qui n'existe pas. À l'école, quand tu es bon au sport, on ne te valorise pas. Le prof de sport au conseil de classe, on lui demande jamais son avis sur un élève, et pourtant ça peut sauver des élèves. Donc c'est l'image du sport en France déjà. Ouais, le sport, de toute façon, ça a toujours été limite comme une matière optionnelle, quoi. Voilà. On prend pour le bac, mais on ne considère pas le sport comme une vraie discipline. Voilà. La deuxième chose, c'est économique. Alors, le volet économique, maintenant qu'on a passé un peu toute cette grosse crise, on va dire,
Le volet économique, il est hyper important parce qu'il faut savoir, par exemple, juste que le PSG, en charge, paye plus que certains championnats entiers. Tous les clubs réunis d'un championnat. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, il faut pas dénigrer le football. Ça apporte énormément d'argent à l'État. Et il y a aussi une autre chose qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'un joueur de foot, on considère qu'il génère entre 3 et 30 emplois, suivant le joueur. Ça veut dire, grâce à un joueur, il y a un agent qui travaille, il y a, il y a du textile, il y a plein de choses. Un joueur, il génère entre 3 et 30 emplois. Ça veut dire que quand tu vas détruire le football, tu ne vas pas seulement détruire le football, tu vas détruire des emplois, comme l'a dit Clément, dans le football, dans l'administratif, dans les clubs directement, mais tu vas détruire aussi énormément d'emplois annexes au football, mais qui dépendent du football. Donc, il ne faut pas croire que le football, c'est pas quelque chose qui existe comme ça. Il y a le football et rien d'autre. Et quand on détruit le football, à la limite, c'est pas grave, on détruit qu'un sport. Non, on va détruire beaucoup de choses. Et la dernière chose, pour finir là-dessus, c'est l'image, encore une fois, que renvoie le football. Il y a 10 ans, on a connu Naïsna. Ça a été un drame. Mais encore une fois, voilà, l'image que renvoie le football, il y a des gens qui sont partis travailler avec une prise de risque énorme dans les supermarchés, dans les hôpitaux. Alors eux, j'en parle même pas parce qu'il y en a qui ont été contaminés pour aller sauver des gens, tellement que t'imagines. Et aujourd'hui, on te dit, non, les footballeurs qui ont dit, alors encore une fois, on ne sait pas finalement ce que ça représente, parce que l'UNFP en a fait une généralité, bon, on ne sait pas trop. Mais malgré tout, qui est même 40% des joueurs qui disent on ne veut pas reprendre, moi j'ai envie de leur dire, ok, mets-toi au chômage, mais je ne te paye pas. Je ne te paye pas pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pas du tout, je ne te paye pas. Voilà, ça c'est une chose. Et en plus, ils veulent pas non plus. C'est pas qu'ils veulent pas être payés, ils veulent même pas rogner un peu sur leur salaire. Incroyable. Voilà. Et en fait, encore une fois, on renvoie une très mauvaise image aux gens, c'est-à-dire que c'est des privilégiés, c'est des enfants gâtés. Et après, il ne faudra pas se plaindre du retour de bâton, encore une fois. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le discours de Olas, il est inaudible. Parce qu'on se dit, mais comment il peut se plaindre alors que ces joueurs, c'est des pleurnicheurs, ils ne veulent pas donner un peu de leur salaire, ils ne vont même pas travailler, alors que les médecins, les infirmières, ils vont se déchirer pour sauver des... Enfin voilà, on n'a que ce qu'on mérite et on est dans un football qui est encore plus déchiré qu'avant. On voit bien que dans les autres pays, encore une fois, je le dis, les autres pays, ils sont pas tous les clubs ne s'entendent pas. Mais à un moment donné, il y a eu une entente pour dire, OK, quel est notre bien à tous. OK, alors on va aller vers ça. Il n'y a pas un club qui est 17e, pas d'Airborne ou je sais pas quoi, qui va dire, ah non, 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 mais surtout pas, nous, on est à la limite de la relégation, on ne veut pas reprendre. Voilà, ils se sont entendus parce qu'il faut tirer dans le même sens à un moment donné. Moi, je suis déçu, du silence du plus grand club français, qui est le PSG. Je suis très déçu du silence. Donc, on entend Aulas. Je me doute que, quelque part, les dirigeants parisiens, ils n'ont pas envie de faire de cadeaux à Aulas non plus. Mais t'es le club qui doit guider tout ça. Oui, on sait que ça a guidé au niveau des négociations des droits télé, mais aujourd'hui, le PSG, il aurait dû prendre plus de position. Il aurait dû être plus clair. Là, aujourd'hui, il se cache dans la foule, le PSG. Il se cache comme un club moyen, comme un club qui accepte une décision. Le PSG aurait dû suivre Lyon. Le PSG est européen, il va avoir besoin de jouer des matchs avant de jouer la Coupe d'Europe justement en août. Je pense que le PSG aurait dû se lier à l'Olympique Lyonnais sur ce combat-là, parce que le PSG a un vrai poids économique, financier. Le Qatar a un vrai poids en France. Et moi, je pense que le PSG, je suis déçu que le PSG n'ait pas pris position pour une reprise claire et définitive du championnat en France. D'ailleurs, juste pour finir, on voit bien que les restaurateurs qui se sont unis arrivent à presque faire changer, parce que je pense qu'au départ, les ministres, le gouvernement, n'étaient pas partis pour ouvrir les restaurants. Juin, juillet, on avait même entendu au départ en septembre peut-être, et encore, c'était pas sûr. Et on voit bien aussi qu'eux, ils ont décidé, alors c'est autre chose, hein, c'est un autre contexte, mais malgré tout, de se dire non, il faut qu'on pousse, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on nous écoute. C'est ça le plus important, qu'on t'écoute. Là, finalement, on a l'impression que le gouvernement a pris sa décision un peu comme ça, et n'a écouté personne, n'a sondé personne, etc. Je crois que si, il y a eu le gouvernement, je crois qu'ils ont pris la décision. Il y avait beaucoup d'acteurs, de dirigeants du foot français qui militaient surtout pour ne pas reprendre. Il y a une rumeur qui dit ça. Non, c'est des gens qui ont appelé. Oui. Mais pour leur bien à eux, encore une fois, pour moi, c'est pas un sondage du football, c'est un sondage. Non, c'est pas un sondage du football. En fait, ça arrangeait bien certains clubs. Il y a qu'à regarder le classement pour savoir, pour comprendre lesquels. Et ça a surtout poussé dans le sens de ne pas reprendre. Comme ça protégeait. Ils ont vu la décision qui était bonne à l'instant T, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont même pas pris le temps de se dire mais qu'est-ce que ça va engendrer pour la suite, ne serait-ce que pour 6 mois derrière. Et en fait, là, on fonce vraiment droit dans le mur. Déjà que le foot français,
Et il a énormément de retard comparé à nos voisins européens. Pour apporter un complément d'information justement sur le poids, en disant le poids politique en France qui fait que le football n'a pas repris. J'écoutais hier l'after sur RMC et Paulo Breitner, le correspondant voilà, pour RMC Sport en Allemagne, expliquait que dans les clubs en Allemagne, il y avait des anciens joueurs qui avaient des fonctions politiques et qui travaillaient avec les régions, les Länder comme on appelle là-bas, et donc ils avaient du poids eux pour changer les choses et pour faire qu'il y a eu une union, on va dire à peu près nationale pour l'ensemble des clubs, et que eux, d'eux-mêmes, d'avoir des dirigeants ou des dirigeants qui occupent des fonctions politiques ou qui peuvent agir justement pour la reprise du football, ça a aidé grandement à ce que voilà, il y a eu un plan mis rapidement en place, que les politiques de test aient été mises en place aussi pour les clubs et les joueurs. Donc ça joue aussi le fait qu'il y a une union et que voilà, il y a des dirigeants qui ont des fonctions politiques et qui puissent faire interagir avec le joueur. Encore une fois, c'est l'image du sportif en France. C'est-à-dire que si un ancien sportif faisait de la politique, on sait très bien ce qu'on dirait. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va nous apprendre la vie, il a été dans un cocon, il a vécu ci, il a vécu ça. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? On sait très bien l'image que ça renvoie. Mais je voulais rebondir sur un dernier truc, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, l'histoire de la Ligue 2 à 22 clubs qui a été retoquée aussi aujourd'hui par le comité exécutif de la Fédé. Et ça a été voté par les clubs. Et la Fédé a décidé que non. Alors la Fédé a décidé que non par le biais d'un seul homme. Voilà, il a été suivi par son comité exécutif, mais on sait qui c'est. Le truc, c'est quoi? C'est que déjà, où est la démocratie? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, c'est un vrai problème parce que en vérité, 22 clubs en Ligue 2, ils l'ont retoqué pour pas ouvrir des champs de rébellion aux clubs amateurs. D'accord? Mais moi, j'avais fait un papier sur mon blog au début pour expliquer qu'en finalement, il y avait une solution. Elle pouvait être provisoire. C'était, pour faire court, oui, pas faire de descente, laisser les monter, rajouter 2 clubs par championnat. Au niveau amateur, peut-être un peu plus, c'est-à-dire que rajouter même une poule au championnat national 2, etc. Et dire pour 2 ans, c'est comme ça. Et dans 2 ans, il y aura peut-être 4 descentes, mais ça vous laisse 2 ans pour respirer, pour travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une descente, elle coûte des emplois, parce que les clubs n'ont plus les mêmes budgets. Donc il y a des gens qui vont être virés. Elle coûte des statuts. Il y a des clubs qui vont passer de statut professionnel à statut amateur. Elle coûte aussi des sponsors. Parce que quand vous êtes en National 2, votre sponsor, il va vous donner 200 000 euros. Quand vous êtes en National 3 et que vous êtes donc sur une visibilité régionale, il ne peut pas vous donner la même somme. Donc tout ça, c'est important. Et en plus, ça va être des sponsors qui sont en crise. Donc déjà, au départ, ils vont déjà revoir ce qu'ils donnent, leur rapport au rabais. Mais en plus, si tu descends, c'est encore pire. Donc, en fait, il fallait à un moment donné se dire qu'est-ce qui est le moins pire pour tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver? Et en fait, sauver, c'était limiter le nombre de descentes, voire pas en faire. Rajouter, puisqu'il n'y a plus la Coupe de la Ligue, rajouter 2 clubs en Ligue 2, peut-être même en Ligue 1, et dire pour 1 an, c'est comme ça, pour 2 ans. Dans 2 ans, on repartira à 17, à 18, à 20. Mais on essaye de sauver ce qu'on peut sauver. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus de dire tant pis pour vous, ceux qui exploseront, ils exploseront, et puis c'est pas grave, quoi. Bah, c'est sûr que pour des clubs comme Le Mans et Orléans qui étaient maintenus avec ces décisions prises par les différents présidents de Ligue 1 et Ligue 2, ça change la donne parce que du coup, eux se retrouvent à descendre en national. Et économiquement et même pour les sponsors, ça peut directement agir. Et parce que juste, tu sais, par exemple, on disait pour Toulouse, ah, tant pis pour eux, ils ont fait une mauvaise saison. Ils auraient eu un coup de chance d'être sauvés par ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, Marseille, c'est pareil. Peut-être que la fin de saison, ils auraient fini 3e ou 4e et que finalement, ils sont aussi. Ou Rennes, on va prendre Rennes parce que c'est plus probable, Lille était plus près. Finalement, Rennes est aussi sauvé par ça. Donc, dans les deux sens, ça marche. On peut dire ça pour Toulouse, mais on peut dire ça pour Rennes aussi. Oui. Non, mais après, la décision qui a été prise par le COMEX, par Noël Le Graët, justement, de cette décision d'annuler une Ligue 2 à 22 clubs, c'est aussi du fait parce qu'il ne voulait pas que, en gros, Olivier Sadran l'avait expliqué dans on va dire, qui était rapporté par l'équipe, une discussion qu'il y avait eu entre les présidents de Ligue 1 et Ligue 2, où il disait pourquoi vous établissez la règle de prendre les cautions des matchs joués, des cautions des points pris par match pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, de choisir de garder 2 clubs, donc en gros, les clubs de Ligue 2 ne sont pas impactés et de sanctionner que les clubs de Ligue 1, en fait. Donc, je pense que Noël Le Graët, pour éviter les recours juridiques. D'ailleurs, il va manquer le barrage, puisque normalement, dans les règlements, il y a un barrage. Bah, c'est ça. Le 3e de Ligue 2, il fait quoi? C'est ça, les clubs comme Clermont, Les Havre, qui avaient des possibilités de monter, les 3 aussi. Au final, ils se retrouvent floués aussi. Donc, même, hein. On en revient toujours au même, c'est-à-dire que en fait, on a décidé en France,
toutes les propositions. Il y en a eu plein. Rivière en a fait, le président de Nice. Super. Toutes les propositions ont été mises de côté. Rivière, pardon. Toutes les propositions ont été mises de côté, n'ont pas été entendues, parce qu'on a décidé de prendre une décision unilatérale de suspendre le foot. Et Yacine a raison, hein, je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs, l'histoire des 22 clubs, parce qu'en plus on n'a plus la Coupe de la Ligue, on a un peu plus de calendrier de disponible pour jouer les matchs. Mais je pense qu'en fait la décision était prise de base. Et quelque part, Le Gret, il se fait un peu le porte-parole des politiques en disant, en faisant mine d'écouter, mais au final la décision est prise. Vous pouvez proposer autant de trucs que vous voulez, on n'acceptera pas, on arrête tout et on reprend en août. Et l'important, c'est qu'on dispute la finale de Coupe de France parce que oulala, ça rapporte 4 millions à la Fédé, c'est important. Et les matchs amicaux de l'équipe de France, attention, il ne faut pas les rater. Hein. Attention, c'est ça. Et ben justement, je vais faire réagir Mathis dessus. Vous avez vu l'interview qui est sortie hier dans Le Parisien de Didier Deschamps, donc le sélectionneur de l'équipe de France. Aujourd'hui. Oui, elle est diffusée hier soir. Elle est dans l'édition d'aujourd'hui. Dans une interview donc, de Didier Deschamps dans Le Parisien, qui explique justement qu'il va dans le même sens que son patron à la FFF, Noël Le Graët, c'est étonnant. Je vous rapporte ses propos par rapport à la reprise du championnat Bundesliga. Certaines images me semblent tellement incohérentes. Je vois des joueurs disputer une rencontre avec tous les éléments propres au football, à savoir des contacts et des accrochages, et puis on aperçoit en tribune des remplaçants masqués à 2 mètres de distance les uns des autres. Sincèrement, je ne comprends pas. Ils sont dans la même enceinte, susceptibles d'entrer en jeu à tout moment. En tribune, le risque est-il accru? Quelle incohérence, je n'aime pas ça. Et dans la même interview, justement, Deschamps a qualifié l'arrêt des compétitions en France de décision sage. Étonnant, non, Mathis? Sa prise de parole ou le fait qu'il soit d'accord avec Le Graët? Le fait qu'il se range derrière Noël Le Graët. En plus, on sait que déjà Emmanuel Macron avait appelé Didier Deschamps, avait sondé Didier Deschamps sur une possible reprise du foot. On se demande pourquoi Deschamps et pas un autre, mais voilà. Tout ça fait que on s'attendait à ce que Didier Deschamps se range dans la vie derrière la vie de Noël Le Graët. Il ne pouvait pas faire autrement que de se ranger derrière la vie de Noël Le Graët. On sait que leur complicité, elle est affichée, il n'y a aucun souci. Le Graët défend Deschamps, Deschamps défend Le Graët. On l'a vu par exemple avec l'affaire Benzema. Ils sont soudés, il n'y a rien qui bouge. Quand l'un prend une décision, l'autre va suivre, c'est implacable. Par contre, c'est quand même étonnant de la part de Didier Deschamps, qui est un ancien footballeur, qui connaît très bien le milieu. Je ne le traite pas de menteur, mais je pense que si on lui demande son propre avis, qu'il est plus sélectionneur de l'équipe de France, qu'il serait par exemple entraîneur en Angleterre ou en Allemagne, je pense qu'il ne tiendrait pas le même discours. Et ça, c'est étonnant quand même. Après qu'il se range derrière Le Graët, c'est complètement logique et c'est sur la continuité de ce qu'ils font depuis qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. Ouais. Clément, c'est sûr que c'est une voix de plus de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait. Une voix de plus, et c'est une voix quand même importante qu'on le veuille une autre, Didier Deschamps, parce que c'est quand même. Bien sûr, il est pas résonnante, donc il dit ça, en fait. On se dit qu'à part là, c'est certains clubs ou certains joueurs, personne ne veut de la reprise du foot en France, en fait. Il peut pas, en fait, il peut pas contredire. Deschamps, c'est le porte-parole de Le Graët qui est le porte-parole de Macron. Qu'est-ce qu'il a fait, Macron, avant de prendre la décision? Il a appelé Le Graët et Deschamps. C'est-à-dire qu'il est obligé de défendre cette position du chef de l'État aujourd'hui. Il est coincé. Deschamps, déjà, on sait que c'est un adepte de la langue de bois. Donc, c'est pas le mec qui allait se mouiller pour dire non, il faut reprendre le foot. Hein. S'il y a bien un mec dans le foot français qui ne pas dire ça, c'est sûrement Deschamps. Ouais. Non, je disais d'ailleurs, il a même dit en gros qu'il s'inquiétait de la forme physique des joueurs français qui jouent dans les autres championnats pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France. Voilà. Ça, c'est son discours sélectionneur. Ouais. Vas-y, Clément. Non, mais rien à ajouter. Intervention inutile de Deschamps, mais on n'est pas une près. Et puis, pourtant, j'adore Deschamps, mais bon, sur ce genre de sujet, il ne faut pas attendre grand-chose de lui. Yacine, non, mais je voulais apporter, c'était un élément. Franchement, je ne parle pas de Deschamps. Moi, je ne peux pas parler de Deschamps parce que je vais rentrer dans des détails. Pour moi, il fait de la politique. Il a toujours fait de la politique. Bon, voilà, c'est pas du tout un personnage que j'apprécie et son discours encore moins. Donc. Pour terminer sur ce débat-là, on voit quand même que certains joueurs, ou même certains éditorialistes qui parlent dans les émissions, notamment on a entendu Daniel Riolo qui au début était contre la reprise du foot en France, était plutôt d'accord avec les instances et le gouvernement. Là, on voit que petit à petit, avec ce qui se passe en Bundesliga, vous en parliez tout à l'heure, avec les matchs qui reprennent sans qu'il y ait de cas
positifs, des joueurs positifs la semaine d'après, avec des nouveaux tests effectués sur eux, avec une ambiance recréée, avec un DJ voilà, où on entend des chants de supporters, des sifflements, mais même si c'est pas le foot qu'on aime, je sais Yacine, tu vas me dire, mais ça aide. Non, mais ça passait mieux à la télé, par contre. Ça passe mieux à la télé. Ils ont mis un modificateur d'ambiance. J'ai l'impression, j'ai vu ça sur le match de Dortmund, je crois. Ah ouais, bah pour le match Dortmund-Bayern qu'on Exactement. Et en fait, ça suivait l'action. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait ça. En fait, à un moment donné, tu fais plus attention, tu fais moins attention aux tribunes vides parce que tu as le bruit des spectateurs. Et quand tu es pris dans le match, en fait, tu es moins. Voilà, visuellement. Ouais. C'est bluffant. Franchement, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est même en plus, ils ont descendu les caméras pour qu'on voit moins les gradins. Ouais. Ça ajoute aussi au fait que finalement, on le voit pas trop. Blague à part, c'est hyper bien à court terme ce truc, mais c'est flippant à long terme quand même. Dans les stades à Monaco, à Bordeaux, ils vont recréer ça, hein, ils vont virer les supporters. Hein. Parce qu'à Bordeaux, ils jouent attention. Mais en fait, c'est intéressant. Ils sont tellement, le foot, c'est tellement important dans ces pays-là que même là-dessus, ils s'appliquent à améliorer. C'est-à-dire que ça reprend à huis clos, c'est déjà énorme. Et même sur le fait des supports, ils savaient que ça gênait des gens, que le fait que le stade soit vide, c'était pas bon, etc. Et ben même là-dessus, ils essaient de trouver des solutions. Ça n'a rien à voir avec la France. Nous, on rejette tout en bloc. On réussir à créer des figurines faisant des doigts d'honneur au premier rang. Exactement, avec des fumigènes et tout. Ouais, c'est ça. Non, mais pour terminer là-dessus, Yacine, c'est vrai qu'au début, il y avait, on va dire, la majorité du foot français et des suiveurs, des observateurs qui disaient on a pris la bonne décision et il fallait une réponse définitive, oui ou non, mais en tout cas, on a tranché. Là, on voit que, même si peut-être que ça ne passera pas, on va dire, par le gouvernement et que le foot ne reprendra pas, on voit quand même que des voix maintenant sont pas si en désaccord avec Jean-Michel Aulas qui milite pour la reprise du foot. Parce que le problème, c'est qu'il y a un mois, on était dans l'émotion. Voilà, c'est tout. Quand tu agis sous le coup de l'émotion, tu ne peux pas prendre des décisions lucides. Et comme d'ailleurs l'a dit Daniel Riolo aussi régulièrement, en fait, c'est pas la décision la décision, elle n'est pas bonne dans le sens où tu t'es pas laissé le temps. C'est pas le fait de dire on arrête qui est vraiment mauvais, puisque tu sais pas, finalement, tu aurais peut-être arrêté. Mais au moins, te laisser le temps. Et la preuve que le temps t'aurait peut-être fait changer d'avis, puisque ça va reprendre un peu partout, sauf chez toi. Donc, c'est là le problème. Et en fait, on a l'impression que on ne s'est pas laissé le temps dans le sens où, bon, maintenant on tranche, c'est comme ça arrange certaines personnes, on s'arrête là et il n'y a plus de discussion. Et finalement, il n'y a jamais eu de discussion ni pour l'arrêt, ni pour le temps, ni pour se dire on voit comment ça se passe ailleurs. Voilà, c'est le problème, quoi. Moi, je suis choqué de ça parce qu'on nous parle tout le temps de démocratie et tout. Et en fait, finalement, j'ai l'impression que sur ce coup-là, il n'y a pas de démocratie du tout. Il y a deux personnes qui ont décidé pour tout le monde et sur toutes les décisions jusqu'à aujourd'hui, quoi. Finalement, on est en monarchie, hein. On n'est pas en république, hein. On n'est pas en démocratie. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus. Je pense qu'on a fait une page assez complète. On a déjà eu acte 6, acte 7. La semaine prochaine sera l'acte 8 avec des prochains rebondissements dans ce magnifique feuilleton du football français. On va passer au transfert, à la page transfert, les amis. Si vous le voulez bien, on va parler de Mauro Icardi. C'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors, d'après les informations qu'on a à Paris United, qui sont confirmées par celles sorties en Italie dans la Gazzetta dello Sport, que Mauro Icardi devrait rejoindre le Paris Saint-Germain officiellement. Ça devrait être annoncé avant le 31 mai, la date limite de son option d'achat obligatoire. Pour la somme, alors Leonardo, justement, c'est là l'information qui est importante sur le transfert, c'est que initialement c'était 70 millions d'euros l'option d'achat, et là Leonardo aurait discuté avec les dirigeants de l'Inter, crise oblige et donc perte de revenus et perte de moyens pour les transferts, aurait descendu la somme du montant du transfert de Icardi à 60 millions d'euros, avec 50 millions directement et 10 millions de bonus. Le Mauro Icardi, donc les termes du contrat, ça serait un contrat de 4 ans. Avec là, il touchait 8 millions de salaire à l'Inter, il passera à 10 millions au PSG, comme c'était prévu dans son contrat. C'est quand même une bonne nouvelle, Mathis, de savoir enfin, parce qu'on a eu beaucoup d'informations contraires. On s'est dit peut-être qu'il va retourner en Italie, peut-être qu'il va aller à la Juventus Turin. Au final, il devrait faire ce qu'on espérait tous après la belle année qu'il a fait au PSG, continuer avec le PSG. Bah, c'est une super bonne nouvelle même. Faut se rendre compte en fait, là 50 tout de suite plus 10 de bonus, c'est quand même un des meilleurs attaquants au monde. Pour moi, c'est dans le top 5 des numéros 9 au monde. Et tu achètes ça à 50-60 millions. Tu peux pas t'en priver. T'es obligé de l'acheter. C'est une excellente nouvelle pour le PSG. Maintenant, moi, je sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que ça va engendrer pour Cavani
Mais juste pour rester sur Icardi, c'est excellent. Il a fait une super année. Ça a été un petit peu plus compliqué, mais Tuchel, il a un petit peu de mal sur ce genre de gestion, j'ai l'impression. Et après, on va voir si c'est lui l'année prochaine ou pas. Mais Icardi qui reste pour l'année prochaine, après les 6 premiers mois excellents qu'il a fait, avec la complémentarité affichée entre Mbappé, lui et Neymar, c'est excellent. Et puis même la concurrence avec Cavani, elle est pas du tout catastrophique, contrairement à ce qui a été dit. Ils s'entendent super bien. La concurrence, elle est super saine. Et ça pourrait être même un atout pour retenir Cavani, quoi. Voilà. Yacine, avant que je vienne vers toi, Clément, je te montrerai sur Cavani, est-ce que ça peut boucher son horizon. Yacine, c'est vrai qu'à ce montant-là, et après les négociations Leonardo, on le sait, voilà. Hein. En plus, il a plutôt une bonne relation avec ses homologues italiens. À ce prix-là, c'est quand même un très bon coup. On se disait à 70, c'était un bon coup. Alors à 60, dans le contexte actuel, avec 50 millions directement et 10 millions de bonus, c'est une bonne affaire. Bah, c'est clair. À ce prix-là, il n'y a pas, il y a pas beaucoup de recrues déjà à ce prix-là, donc encore moins des attaquants. Surtout qu'en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, que Paris a déjà payé 5 millions pour le prêt. Donc en fait, il y a ces 5 millions à enlever. C'est ça. Alors, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Alors que tu as déjà payé 5 millions. Voilà, après, lui, il était d'accord pour rester. Voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour Paris, c'est bien pour lui aussi, parce que malgré tout, à l'Inter, de toute façon, il était dans une impasse et voilà. Et en plus, il y a cette année qui a permis de l'adapter, en fait. Et alors, ça s'est très bien passé les 6 premiers mois, mais tu sais où tu vas, en fait. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu avec le groupe, il a été dans la vie, il a habité ici. Il a joué une saison, voilà, c'est pas de l'inconnu comme d'habitude où tu te dis est-ce qu'il va s'adapter au jeu, est-ce qu'il va s'adapter à la Ligue 1, est-ce qu'il va s'adapter à la ville, est-ce qu'il va s'adapter au groupe. Voilà, et ça s'est bien passé pour lui cette année, donc tu prends moins de risques en plus. Donc moins de risques et à ce prix-là, ouais, je pense qu'aujourd'hui, tu ne pouvais pas faire beaucoup mieux, quoi. C'est ça, hein, Clément. C'est vrai que là, il n'y aura pas d'adaptation. Il s'est déjà très bien intégré à la ville avec les joueurs qu'il a autour parce que devant, ça devrait pas bouger, en tout cas au niveau des titulaires. Donc, à ce prix-là, c'est quand même une bonne opportunité avec la saison qu'il a fait. Mais est-ce que ça peut remettre, comme en l'évoquait Mathis, est-ce que ça peut remettre en cause une prolongation de Cavani qu'on avait évoquée à un moment? Bah, alors déjà, juste vite fait sur Icardi, Ouais. c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle parce que voilà, vous avez tout dit, le prix, le talent, l'intégration. Et surtout, un argument que je peux rajouter, c'est que le marché des neufs, il n'est pas si ouvert que ça. Et c'est une super opportunité. Parce que si tu n'as pas Icardi, tu as qui je ne suis pas sûr que tu puisses avoir mieux aujourd'hui. Donc là, tu as un mec à ta disposition avec un prix abordable. Évidemment que c'est une super nouvelle s'il signe. Pour ce qui concerne Cavani, je ne pense pas que ce soit lié à Icardi, très honnêtement. Déjà, la concurrence est hyper saine entre les deux. Il faut le souligner quand même parce que ça n'a pas toujours été le cas. Pardon. Et là, vraiment, les deux sont très proches, s'entendent super bien. Il n'y a pas de brouille, il n'y a jamais eu de guéguerre entre les deux. Je pense qu'avec dans une saison, il y a beaucoup de matchs, il y a des blessures. Cavani a un certain âge. Peut-être qu'il peut avoir l'intelligence de dire je reste, j'accepte d'être un numéro 1 bis, entre guillemets, sans obligation qu'il soit numéro 2. Hein, parce que le Cavani de Dortmund, de 3 dernières semaines, est meilleur que Icardi. Donc, est plus fort qu'Icardi, plus important pour le collectif surtout. C'est pas qu'il est meilleur, c'est qu'il est plus important pour le collectif qu'un Cavani en forme qu'un Icardi. Donc, c'est plus dans le sens inverse, j'ai envie de te dire. C'est plus, est-ce que Icardi va accepter de signer si Cavani reste plutôt que l'inverse. Je pense que Cavani, il a plus la mentalité de s'imposer en étant bon. Voilà, moi je pense que si ça avait été d'autres postes, j'aurais peut-être répondu compliqué. Là, je pense pas que ce soit intimement lié et qu'il y ait un blocage par rapport à la situation d'Icardi. Donc, quelque chose à rajouter sur Cavani, Yacine ou Mathis? Non, je pense qu'on attendra la confirmation, en tout cas pour Mauro Icardi, et ça devrait bouger, je pense, rapidement pour Edinson Cavani, qui ne manque pas de courtisans. Alors, on va passer au poste d'arrière gauche, et cette information qui est diffusée aujourd'hui, alors, on en a déjà parlé dans le podcast, on en avait déjà fait un article dans Paris United, parce qu'on avait déjà quelques infos dessus, sur Alex Telles, hein, l'arrière gauche de Porto. On l'avait déjà annoncé il y a 2 mois sur Paris United, qui était le PSG qui était très intéressé par ses services. Alors, le journal portugais Abola nous apprend que le Paris Saint-Germain devrait officialiser rapidement le transfert d'Alex Telles, de l'arrière-gauche brésilien de Porto, pour 25 millions d'euros. Alors, Porto en voulait 30, Leonardo négociait 20, donc ils ont trouvé un arrangement autour de 25. C'est un joueur à qui il restait une année de contrat et son contrat prenait fin en 2021, donc c'est quand même une bonne opportunité. Il y a également un autre arrière-gauche
Yacine, tu en as fait un papier sur Paris United, justement. C'est le cas de l'arrière-gauche de l'Ajax, Nicolas Tagliafico, qui a un profil plus défensif que Alex Telles, qui est assez porté sur l'offensif, et Porto, une équipe qui a le ballon, donc qui n'est pas souvent mise en difficulté défensivement. Pour toi, est-ce qu'il faudrait plutôt un profil, parce qu'on l'a vu depuis le départ de Maxwell, enfin depuis que Maxwell n'est plus là, où il avait ce côté défensif et offensif. Alex Telles est plus offensif, Tagliafico est plus un profil défensif. Qu'est-ce qu'il faudrait en fait en relais, en doublure de Bernat ou alors en titulaire du poste d'arrière gauche? Après, le problème, c'est que Paris malgré tout, pendant 90% des matchs, ils ont la possession, ils dominent, ils jouent haut. Donc, j'ai envie de dire, ouais, un joueur offensif, c'est pas un problème. Mais finalement, c'est pour 1 ou 2 matchs dans l'année. Donc compliqué de prendre un joueur sur lequel tu te dis, finalement, ses qualités, elles vont être là pour 1, 2, 3 matchs sur 50. Après, moi, Tagliafico, c'est un joueur que j'apprécie aussi. Je trouve qu'il est plus complet, en fait, que Telles, parce qu'il a aussi ce côté argentin un peu plus bagarreur, voilà. Il a même dépanné dans l'axe à l'Ajax, il a déjà joué un peu dans les trois de derrière, etc. Donc c'est vrai qu'il a des qualités défensives supérieures. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a le prix qui rentre en jeu. Il y a aussi, voilà, Tagliafico, c'est un Argentin, donc venir à Paris, il y avait une petite colonie aussi qui était pas mal pour lui, pour son intégration. Voilà, je pense que les deux sont de bonnes recrues. Après, moi, si j'avais un choix à faire, franchement, Tagliafico, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, Voilà. c'était ça plus ma question. C'est est-ce que, enfin, voilà, même si évidemment à 25 millions d'euros, c'est une bonne Ouais. opportunité à Alex Telles, est-ce qu'il faut un profil plus défensif pour jouer un complément 20 matchs dans la saison ou alors un très offensif mais qui met Bernat peut-être sur le banc voilà, c'est Voilà, ça. après, on sait que Tourelle, il a déjà essayé Diallo à gauche aussi, pour être justement plus défensif. Voilà, je sais pas, c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup pareil, sur beaucoup de profils à gauche, en fait. Et Mm. j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout. Bon, c'est quand même malgré tout des joueurs qui jouent dans des équipes offensives. À l'Ajax, c'est pas non plus. Ah non, non, bah c'est sûr, dans leur championnat, et puis quand on voit leur match en Ligue des Champions, Voilà, donc, sur la réserve. voilà, après c'est aussi des joueurs jeunes malgré tout. Telles, il a que 27 ans. Mm. Voilà, après, c'est plus un choix de personnalité, je pense. Clément, toi Je, plutôt, tu préférerais un profil plus défensif à la Tagliafico ou alors, comme est annoncé, Alex Telles qui devrait normalement rejoindre la capitale pour 25 millions? Moi, je partage quasi à 100% ce qu'a dit Yacine, en fait. J'aime beaucoup Tagliafico. J'ai adoré sa campagne de Ligue des Champions l'année dernière avec l'Ajax. Et c'est pas exactement pareil, mais il a quand même assez le profil de Juan Bernat, dans le sens où c'est un bagarreur et c'est un mec qui a du ballon. Donc sur le côté, ça correspond bien au PSG. Après, justement, je parle de Juan Bernat. Faut pas oublier que le mec qui va arriver au PSG, il a peut-être le meilleur Parisien dans les gros matchs en concurrence. Donc peu importe qui vient, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pour venir en doublure. On est d'accord jusque-là. Parce Alex que, Telles, pas sûr que ça. je sais Je pas. pense qu'il y aurait bagarre en plus, même Tagliafico, je pense qu'il y aurait bagarre quand même à gauche. Hein. Il y aurait Bah, plus de concurrence qu'avec Kurzawa, quoi. moi, ouais, je vois pas comment Bernat aujourd'hui peut sortir de l'effectif parce que je le trouve vraiment très très fort et surtout dans les grands rendez-vous. Bon après, voilà, revenons au débat d'arrière gauche. Ouais, j'aime bien Tagliafico exactement pour les mêmes raisons que Yacine. Bagarreur, technique, il a joué dans une équipe très portée vers l'avant et avec du ballon et au PSG il sera pas dépaysé. Et il a l'expérience. Quelque part, il a aussi une certaine expérience, plus que Telles. Donc ouais, c'est plus le profil qui me plaît. Mathis, rapidement, avant qu'on passe à notre dernier sujet rétro, ton avis sur le poste d'arrière gauche? Très honnêtement, Tagliafico, j'ai regardé quelques matchs. Je connais beaucoup mieux Alex Telles et en vrai, les trois se ressemblent énormément. Il y a juste Alex Telles qui a une qualité que les deux autres n'ont pas, c'est qu'il a une qualité de centre assez exceptionnelle et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des bons centreurs. Est un attaquant qui aime quand même assez bien les centres.
il n'est pas souvent servi en centre. Ça. Et, ça pourrait être un bon alimenteur. Une alternative, surtout quand en Ligue 1, on a énormément de blocs bas, on se retrouve à tourner autour de la défense façon handball un petit peu, et trouver d'autres solutions pour Icardi ou Cavani, qui sont d'excellents joueurs de tête. Ça peut être une solution. Après, c'est vrai que c'est pas tellement notre jeu quand on a Neymar côté gauche qui monopolise tous les ballons, qui repite dans l'axe. Mais bon, ça peut apporter une autre solution. Donc voilà. Mais les deux, en vrai, chacun a sa petite préférence, mais c'est à peu près, c'est du même niveau en tout cas, je pense. Yacine, pour conclure sur le poste d'arrière gauche, il y a une piste qui a été évoquée aussi, il y a aussi un article que tu as fait pour Paris United. On en parle un peu en Italie, dans les journaux italiens. La piste d'un joueur qui joue à l'AS Roma, un jeune arrière gauche de 18 ans, Riccardo Calafiori, qui est formé à l'AS Rome et qui peut dépanner en défense centrale. Alors qu'en est-il de cette information sortie en Italie et du profil du joueur? Bah, l'info, on l'avait pas forcément, mais après, c'est vrai que le profil, en fait, je pense que là, ça correspond plus à une opportunité de marché, parce qu'on sait que Leonardo, il travaille beaucoup avec la Roma, il est aussi sur Pellegrini. La Roma a besoin de liquidité. Et en fait, je pense que ça ressemble plus à une opportunité de marché, parce que c'est un joueur de 18 ans, qui, comme tu l'as dit, joue latéral gauche, mais peut aussi jouer dans l'axe. C'est un international italien des U19. C'est un joueur à gros potentiel, qui a une belle cote. Voilà, je pense que ça peut ressembler à un coup un peu, entre guillemets, à la Verratti. Et on sait que Leonardo, il aime bien aussi recruter comme ça en Italie un peu des jeunes prometteurs. Le problème, c'est que si c'était pour venir en doublure, j'aurais dit ouais, voilà. Maintenant, s'il vient en troisième défenseur gauche, ça veut dire que c'est un peu Maxime Boulka, quoi. Il va jouer quand il y aura les deux qui seront l'un blessé et l'autre suspendu. Michel Bakker, qui était arrivé l'année dernière. Bakker, j'ai dit Bakker. Oui, tu as dit Boulka, le gardien polonais. Ouais. Bakker. Et en fait, je vois pas l'intérêt de recruter un jeune qui va passer sa saison sur le banc, avec vraiment pas d'opportunité de jouer, parce qu'à un moment donné, ce sera Bernat et Tagliafico ou Telles, ils sont là. Mais ça peut ressembler après, bon, on connaît les clubs, ils peuvent toujours s'entendre, c'est-à-dire que le recruter maintenant et le reprêter à la Roma pendant un an, parce qu'il a que 18 ans. Mais ça peut être une belle opportunité, parce que c'est vrai, des latéraux, franchement, quand on regarde bien dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Donc un très bon joueur de 18 ans avec un bon potentiel, qui a déjà fait quand même plus de 10 matchs cette année avec la Roma, Moi, je pense qu'on a été complet sur notre page Mercato. On va passer à notre dernier sujet, rétro, comme on fait chaque semaine maintenant, où on s'intéresse à un poste avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain à ce poste. Alors, je vous le disais, on a déjà fait les 10, les numéros 9, les défenseurs centraux, les ailiers. Et cette semaine, on s'attaque au milieu de terrain, les 6, 8, on va dire, parce qu'on a déjà fait les postes un peu au-dessus. Alors, on n'a pas fait de sondage sur Twitter, hein, pareil comme les ailiers, parce que c'est un peu compliqué. On n'a pas eu non plus des cracks en 2000, ou même, et disons qu'en 2000, les années, la décennie 2010, je pense que ça va être assez simple de déterminer qui sera en pole position. Mais voilà, du coup, je vous ai demandé de m'en garder 3 pour faire un peu plus long chacun. Donc, on va faire comme la semaine dernière. Je vais venir vers vous pour un joueur, ou on va dire un combo de joueurs que vous voulez citer, et puis on passera au deuxième joueur ensuite. Je vais commencer avec toi, Clément, puisque toi, tu as choisi un trio. Voilà, tu as choisi de faire pas comme tout le monde. Mais c'est un trio voilà, qui a marqué, donc qui marque encore, enfin, un joueur y est encore en tout cas, les années 2010, depuis le rachat du Paris Saint-Germain par QSI. C'est le trio Thiago Motta, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Alors je sais que dans les trois, il y a des joueurs qui ont aussi été pris par Yacine et Matisse. Ils nous expliqueront pourquoi, parce qu'eux, ils les ont choisis plutôt personnellement. Mais évidemment, je pense que ça viendra dans la combinaison des trois. Mais voilà, je voulais commencer avec toi, Clément, pour nous dire pourquoi ce choix du trio. Je vais essayer de pas du coup empiéter sur les aspects individuels des joueurs, pour pas empiéter sur l'argumentation de Yacine et Mathis. Mais pour moi, je pouvais pas les dissocier. Je pouvais pas les dissocier parce qu'ils forment ce qui s'est sûrement fait de mieux au PSG depuis que QSI est là, sportivement parlant. Je pense que c'est la plus belle réussite sportive d'avoir et d'ailleurs on la doit à Laurent Blanc d'avoir instauré ce trio Motta, Verratti, Matuidi. Alors, avant de commencer, c'est vrai que je suis le premier à dire en général, oui, l'histoire du PSG, elle n'a pas commencé en 2010. Documentez-vous, machin. Il y a eu des mecs avant, il y a eu des Fernandez, des Guérin, etc. Là, vraiment, je pense que
je sais pas, Yacine me contredira, je sais pas si on a déjà eu aussi fort, aussi prépondérant et aussi dominateur en milieu de terrain dans une époque au PSG. Pourquoi outre le talent, oui, c'est vrai que c'est des joueurs talentueux, on pense notamment à Verratti, parce que Mota, c'est plus son expérience, sa malice, et Matuidi, c'est plus son coffre et son abnégation qui font leur force. En fait, c'est l'importance qu'ils ont eue dans le jeu du PSG. Le jeu du PSG, pendant des années, et notamment lié à sa domination, est fait de possession, de tiki-taka, d'enchaînement, de redoublement de passes. Et eux, ils ont été les artisans, ils ont été les artistes du jeu du PSG, ils ont été les artisans des victoires, des titres du PSG. C'est pas facile, mine de rien, quand tu as des années, tu as un attaquant comme Zlatan qui aime beaucoup reculer, qui aime beaucoup prendre le jeu à son compte. Mais eux, ils ont su s'imposer. Et il fallait le trouver, ce trio. Parce que si on se souvient bien, au début du projet QS6, c'est plutôt un duo qui se dessine avec Ancelotti. Alors, il oscille beaucoup. Matuidi a une grande place au tout début. Mais les autres ne sont pas encore là et mettent du temps à s'imposer. Ensuite, Mota arrive, évidemment, il est prépondérant direct dans l'entrejeu. Verratti met un peu de temps à s'imposer. Matuidi a une période de moins bien. Puis vient la deuxième partie de saison en 2012-2013, avec notamment le match à Barcelone. Et là, Ancelotti met en avant ce duo Verratti-Mota. C'est une première trouvaille de Carlo Ancelotti. En mettant les deux Italiens en milieu au Nou Camp, il met en lumière une affinité technique que Laurent Blanc saura exploiter ensuite. Et ensuite, Laurent Blanc arrive et là, il met en lumière un trio. Et que dire de ce trio tellement complémentaire. Mota et Verratti se trouvent les yeux fermés. Matuidi, qui pourrait avoir un complexe d'infériorité techniquement parce qu'il n'est pas aussi fort que les deux autres techniquement, se font à merveille dans ce trio. Et au final, ça fait une force prépondérante durant ces 10 années au PSG. Voilà. Je choisis aussi ce trio-là parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'autres milieux très bons au PSG. Ils ont tellement été prépondérants et tellement dominé le jeu du PSG qu'on a incapable de les remplacer. Pendant des années, on a eu Cabaye, on a eu Stambouli, on a eu Krikoviak, impossible de les remplacer. On a Paredes aujourd'hui. Voilà. Pour moi, ils ont marqué de leur empreinte la décennie du PSG et c'est pour ça que j'ai choisi ce trio. Alors, je vais venir vers toi. Ce qui est bien, Yacine et Mathis, c'est que vous n'avez pas pris les mêmes dans le trio à 3. Mathis, tu as pris Matuidi, toi, avant, j'évoquerai ton deuxième choix ensuite. Et Yacine, toi, tu as pris Thiago Motta et Marco Verratti. Donc, je vais déjà venir vers toi, Mathis. C'est vrai que Clément en parlait. Matuidi, quand il arrive au PSG, il arrive en 2011. Donc, au tout début, il est dans les premiers joueurs recrutés sous l'ère QSI. Il vient en provenance de Saint-Etienne. D'ailleurs, Comboiré avait dit dans une interview que c'était lui qui avait voulu recruter le joueur et c'était pas avec le club, on n'était pas trop chaud pour recruter le milieu de terrain français. Mais il s'est avéré indispensable et Carlo Ancelotti tout de suite, que ce soit Comboiré, Ancelotti ou les autres entraîneurs ensuite, surtout Laurent Blanc, ils ont adoré jouer avec le profil de Blaise Matuidi. Ah oui, bien sûr. Mais c'est un peu l'histoire de sa vie, c'est qu'il est pas du tout attendu, Matuidi. On a toujours des doutes. On se dit qu'il est justement, comme disait Clément, qu'il est un petit peu un complexe au niveau technique. Et à la finale, il s'impose d'abord par son coffre, parce qu'il est infatigable. Il a 45 poumons, le mec. Et c'est le bon soldat, en fait. Tu peux compter sur lui. Il est même vice-capitaine à un moment donné au départ de Zlatan. C'est-à-dire quand Thiago Silva n'a pas le brassard, c'est lui qui le prend. Il est complètement indispensable. Et alors, j'ai un petit souci, moi, sur le fait qu'il a un déficit technique. Je pense que c'est dû à sa façon de se mouvoir. Le fait ça parte un peu dans tous les sens avec son surnom d'homme élastique. Parce que quand même, pour évoluer dans ce milieu-là, avec Mota et Verratti, où c'est des redoublements de passes, ils étaient tous à plus de 110 passes par match. Si tu as un déficit technique, tu peux pas évoluer là-dedans. Je pense que c'est vraiment sa façon de se déplacer qui induit en erreur. Parce qu'il marque énormément de buts, il fait énormément de passes décisives, il se projetait énormément, Blaise Matuidi, ça a aidé beaucoup les attaquants. Là, aujourd'hui, on en a moins, on n'en a pas même qui font ce que Matuidi faisait à l'époque. Et c'est pour ça qu'il manque trop. Et on se plaignait souvent qu'on n'avait pas remplacé Mota, qu'on cherchait un remplaçant à Mota. Matuidi, on ne l'a pas trouvé non plus. Et heureusement que Verratti n'est pas parti parce qu'on ne l'aurait pas non plus le remplaçant. Donc c'est tant bien qu'il soit resté. Et juste pour rebondir sur Matuidi, j'ai une belle anecdote sur lui.
je crois que c'est Mohamed Bouafsi de RMC qui me disait ça l'autre jour. Il me disait que Ancelotti, il passait des heures et des dizaines de minutes avec lui à l'entraînement pour travailler sur se retourner face au jeu, la manière de se retourner face au jeu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Matuidi, c'est un sacré délire quand même. Quand il reçoit le ballon dos au jeu, pour se retourner à chaque fois, c'est un peu bancal. Et Ancelotti passait des heures et des heures avec lui pour travailler à comment recevoir Ouais. le ballon. D'ailleurs, D'ailleurs, il a bien progressé. Et là où on peut le voir, c'est qu'en Coupe du Monde, avec Deschamps, il est positionné ailier gauche. Et je pense que ça l'a bien aidé, ses travaux avec Ancelotti. après, oui, c'était pas la meilleure position choisie par Deschamps, hein, pas le meilleur poste pour l'équipe de France, mais c'est vrai que voilà, il a toujours, en tout cas, il voulait un profil plus défensif Deschamps, donc ça convenait. En plus, c'est vrai que Yacine, bon, pour compléter, toi, tu vas me parler plutôt de Marco Verratti, Thiago Motta, mais Matuidi, c'est vrai que Ancelotti avait fondé son milieu dans un milieu à 3, parce que même quand il était au Milan AC, déjà, avec Andrea Pirlo, Gattuso et Camoranesi, il voulait un joueur robuste et qui puisse justement se projeter et aller chercher le ballon dans les pieds pour se projeter rapidement. Donc il a toujours aimé ce genre de profil en fait, de joueur. Ouais, mais c'est clair. Après moi, il y a deux choses sur Matuidi. La première, c'est que il est l'exemple qu'on peut progresser à tout âge. Parce qu'il faut se rappeler quand même malgré tout que ce qu'il est comme joueur quand il arrive. Et le deuxième truc, c'est que Matuidi, il a une vraie force. C'est que en fait, Matuidi, il fait ce qu'il sait faire. Et il y a très peu de joueurs dans le football qui savent faire ça. C'est-à-dire que souvent, ils se prennent pour d'autres, ils copient d'autres, ils essayent de faire plus. Lui, il fait ce qu'il sait faire. Et en fait, c'est pour ça qu'il est indispensable. Parce que tu Même sais à la qu'il Juve, ne maintenant, trahit jamais. il est indispensable à la Juve maintenant. Ah oui, Le parce club qu'il où il arrive, trahira jamais. toujours rendu indispensable. Voilà. Il ne va pas s'inventer un rôle, il va respecter les consignes et il va faire ce qu'il sait faire. Donc ça, pour un entraîneur, c'est exceptionnel. Et tout à l'heure, on disait on n'a pas trouvé de remplaçant. Il y avait quand même Rabiot à un moment donné. Enfin, je sais pas. Il paraît que ça devait être le remplaçant. Bref. Donc voilà, après. Il a rejoint, là, il est à la Juve. Ouais, Il est encore remplaçant de. Ouais, il va d'ailleurs partir avant d'avoir remplacé Matuidi. Il va partir à Everton rejoindre Ancelotti. Voilà. Et voilà. Après pour Motta Verratti, Motta, je vais faire court. En fait, Motta, je pense qu'il y a trop peu de gens qui ont apprécié ce que c'était. Parce que Motta, c'est juste exceptionnel. Voilà. Dans les déplacements, Motta, il faut savoir quand même qu'il est passé par le centre de formation de Barcelone et que dans son jeu, il y a une très forte similitude avec Busquets, c'est-à-dire qu'il sait où se placer. Il n'a pas besoin de faire 15 mètres de course pour demander le ballon, il fait 2 mètres et il est toujours dans des intervalles. Il offre toujours des solutions. Quand il remet un ballon, c'est dans la course, dans le sens du jeu. Voilà. Mais en fait, c'est tellement simple. Et aujourd'hui, on est dans le monde du bling-bling, des paillettes et tout, donc on ne se rend pas compte. Mais Motta, c'est juste exceptionnel. Voilà, franchement, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Mais Verratti, voilà, pour moi, Verratti, en fait, il a tellement donné, il y a tellement des choses exceptionnelles qu'il fait parce que je vais prendre juste une action en exemple, c'est quand il se retourne contre Barcelone dans la surface de réparation entre deux joueurs. En fait, c'est tellement exceptionnel qu'on veut toujours plus. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'il y a des joueurs qui sont des leaders, qui peuvent transformer une équipe. Il y a des joueurs qui sont là pour amener pour s'inscrire dans l'équipe, l'aider à s'en sortir, mais pas en étant des leaders. Voilà. Verratti, c'est ça. C'est-à-dire que Verratti va te sortir de situations de pressing. Il n'y a que lui qui peut sortir le PSG de ces pressings-là. Et en fait, on attend qu'il en fasse plus, qu'il soit un leader, qu'il prenne les jeux à son compte. C'est pas possible. Et en fait, il y a trop de gens qui oublient beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'Andrea Pirlo, il explose, il a 29 ans. Avant, Andrea Pirlo, il est numéro 10, il est à l'Inter. Et à un moment donné, Andrea Pirlo, il appartient moitié à l'Inter, moitié au Milan AC quand même. Tellement personne ne sait quoi en faire. Et aujourd'hui, on nous le vend. Non, mais tu vois, aujourd'hui, on nous le vend comme le meilleur milieu de terrain du monde à une époque. Oui, mais à quelle époque? À quel âge? Après son repositionnement, etc. Donc, c'est trop facile de dire ça. Verratti, il est encore jeune, malgré tout. Et Pirlo, il avait autour de lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple à Milan, mais Gattuso et Camoranesi. Et Seedorf aussi. Non, mais en plus, Seedorf et Kaka un peu plus haut. Non, mais je veux dire, non, mais voilà, c'est comme pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi ce qui t'entoure. Quand tu donnes le ballon à Motta et quand tu donnes le ballon à Rabiot ou à Cabaye, c'est pas pareil. Et je critique pas les deux, mais c'est pas le même football. Donc voilà, moi, Verratti, franchement, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. Il est capable de donner des ballons un peu par-dessus la défense à mi-distance. Il est capable de jouer court. Il te sort des pressings. Il n'a pas peur de garder le ballon. Voilà, moi, je le trouve exceptionnel. Après, ouais, on en attend toujours un peu plus.
Et finalement, je me demande même si à un moment donné, ce qui se dit dans les médias, à savoir que, soi-disant, il tient qu'une heure et tout, je me demande si ça n'a pas conditionné les gens à se dire qu'il tient qu'une heure, parce que moi, je me rappelle de matchs où je ne crois pas qu'il ait tenu qu'une heure. Je l'ai vu faire des matchs contre Chelsea où il a été exceptionnel, contre Liverpool, il est exceptionnel. Moi, je ne l'ai pas vu tenir qu'une heure. Donc, bon, voilà. Après, Bon, Riolo, pour ne pas le citer, il en a après lui. Bon, voilà, c'est une façon de voir les choses. Moi, personnellement, je trouve que si on avait des Verratti au milieu de terrain dans beaucoup d'équipes, le football, ce serait autre chose. ça serait, Ouais. le football serait beaucoup plus simple, hein. Surtout qu'en plus, Verco Verratti, cette saison, il a fait une préparation physique cet été qui a été vachement durcie. Et justement, il a pas été embêté par des blessures pendant la période estivale. Donc, il a pu faire une préparation digne de ce nom pour être au top physiquement cette année. Cette année, quand même, il n'a pas souvent été embêté par les blessures constamment aux autres années. Donc, je pense que voilà, rien que sur ça, déjà, on le sait. Mais il le sait, de toute façon, Verratti, ses points d'amélioration. Peut-être voilà, l'énervement, des fois, les cartons rouges. Mais ça, on ne le changera pas maintenant. C'est pas à son âge qu'on le changera. Donc, voilà. Mais on espère aussi conserver notre petit bout encore quelques années au PSG. Juste On va passer. Oui, Vas-y, Clément. Non, ouais, sur Mota, je suis entièrement d'accord, surtout. Sur Verratti, t'as raison, c'est un magicien, il a énormément apporté, je veux dire techniquement. Je serais plus nuancé quand même. Déjà sur l'attitude globale, je trouve que ce qu'il fait aujourd'hui, on l'a trop banalisé. Quand il était jeune, pardon, oui, ça passait. Aujourd'hui, il a 26, 27 ans, il peut plus se comporter comme ça sur un terrain. Voilà, c'est une Ah, tu parenthèse. parles, parler aux arbitres et tout. oui, Voilà. oui, c'est ce que je Oui. dis. Voilà, donc voilà. Et autre chose, je serais plus nuancé sur les performances sportives et sur les attentes. À un moment donné, certes, ce sera jamais un grand leader, un capitaine, etc. Mais c'est quand même l'un des tauliers de l'entrejeu depuis 8 ans. Et quand on voit ce que le PSG a traversé en Ligue des Champions notamment, il peut pas être exonéré de reproches. C'est impossible. Il a sa grande part de responsabilité. Et moi, à titre personnel, je fais pas du tout partie des anti-Verratti. Mais dans les grands rendez-vous où Paris a échoué, il m'a souvent déçu. Il m'a souvent déçu. Et malgré tout, même s'il nous régale en phase de poule, en championnat et tout, on l'attend dans les grands rendez-vous. Et cette année, à Dortmund, il n'est pas bon. À Dortmund, c'est pas le plus mauvais, mais je veux dire, il prend encore son jaune à la fin. Il n'est pas là, il est très bon, ça tout dit, mais il n'est pas là où on l'attend suffisamment. Et maintenant, ça fait 8 ans qu'il est là, 7 ans ou 8 ans. Certes, c'est un joueur très capé, c'est l'un des joueurs les plus titrés du PSG. D'ailleurs, il va bientôt devenir le plus titré, je crois. Mais on attend plus de lui. Au bout d'un certain temps, on attend plus de lui. Donc, je pense que c'est pour ça que je nuance. C'est un magnifique joueur, mais dans le leadership et dans le parcours du PSG, c'est un joueur individuel, mais on attend plus au niveau collectif de sa part. On passe en. Attends, Hugo, je voulais juste. Mais une petite chose, c'était par rapport au. C'est vrai qu'on a du mal à dissocier les trois. Quand on en cite un, les deux autres viennent avec. Et on va dire, à leur apogée, ils sont quand même comparés à Xavi, Iniesta, Busquets, tout le monde s'accorde à dire que c'est un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Et à l'apogée de Verratti, Mota, Matuidi, on les place vraiment juste en dessous. Et rien que pour ça, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait tous les trois. Ouais. Après, je serais un peu plus lancé parce que Xavi Iniesta, quand même, c'est pas Matuidi et Non, Verratti. non, c'est sûr, mais ils sont juste en dessous. Et au niveau de jeu, et d'abord, Barcelone voulait absolument acheter Verratti une époque pour remplacer Xavi. C'est dire l'importance qu'il peut avoir. C'est sûr qu'il a parfaitement le profil Ouais. pour jouer au Barça dans ce milieu de terrain. On passe à ton deuxième choix, Mathis. Alors, on a bien fait les années 2010 depuis le PSG version QSI. On va revenir au PSG version Canal+ des années 90. Toi, tu as choisi en deuxième choix Vincent Guérin, hein, le pur Parisien né à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, voilà, qui a évidemment joué 253 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 92 et 98 et qui a signé une des plus belles périodes de l'histoire du PSG avec 5 demi-finales en compétition européenne consécutive. Il a marqué l'histoire du PSG. Ah, indéniablement. C'est le cœur du PSG, c'est celui que tout le monde aimait. Dans les tribunes, il était adoré. Alors, mon premier match, il était là. La première fois que je suis allé au parc, c'était juste après la finale de Coupe des Coupes, un PSG Bastia où on gagne 4-1. Mais je le regardais à la télé à l'époque et j'ai le souvenir, tout le monde s'en souvient, tous les supporters qui étaient présents, enfin qui ont regardé ce match, c'était surtout le but contre le FC Barcelone en quart de finale de la C1, 95, je crois. Yacine, c'est ça? Ouais. C'est ça.
Et c'est lui qui qualifie pardon, le PSG. Et en fait, c'est à ce moment-là, juste pour l'anecdote, j'avais le maillot de Paris à l'époque et je voulais absolument le mettre à l'école le lendemain. Et ma mère m'avait cousu le numéro de Guérin avec une vieille bande de tissu toute pourrie. Et en fait, c'était le joueur que j'adorais, que je suivais. Alors, c'est parti d'un but. Et ensuite, j'ai appris à apprécier vraiment son boulot. Il était infatigable, très bon techniquement. Il gratte un nombre incalculable de ballons. Et il a fait briller des joueurs comme Rai, Valdo, Ginola, Wea. Ces joueurs-là n'auraient pas fait la carrière qu'ils ont fait au PSG s'il n'y avait pas eu un Vincent Guérin derrière pour assurer, pour récupérer les ballons et les distribuer parce qu'il était très loin d'être mauvais techniquement lui aussi. Et c'est un petit peu le même genre dans le travail, c'est le même genre que Blaise Matuidi. C'est des joueurs qui se donnent et c'est toujours appréciable dans une équipe. Yacine, tu partages l'avis de Mathis sur le Ouais, gars? j'ai rien à ajouter sur le gars. Il a marqué l'histoire et c'était pareil que un peu comme Mathieu dit dans le sens fiabilité, c'est-à-dire qu'il passe pas au travers. Voilà, il sait ce qu'il a à faire, il le fait bien, gros volume de jeu, techniquement très propre. Y a pas grand-chose à ajouter là. Eh ben, on va passer directement à ton deuxième choix, à toi, Yacine. Tu as choisi, toi, les années 80 pour nous parler des milieux de terrain des années 80. Alors, je te laisse carte blanche. C'est toi qui dis les joueurs dont tu veux parler. C'est parti. Pour l'histoire de la semaine. Non, mais en fait, il y avait alors, le trio qui est champion de France avec Luis Fernandez, Omar Sène et Fabrice Poulain, avec le quatrième qui est Jean-Claude Lemoux. Alors Jean-Claude Lemoux, cette année-là, il joue moins, mais c'est un historique du PSG. Il a joué 10 ans au PSG, de 76 à 86. C'était un super joueur. Grosse activité, bon techniquement, un peu petit, mais vraiment très bon joueur qui a marqué l'histoire du PSG parce qu'il a joué longtemps. Il est là pour les premiers titres jusqu'au titre de champion, donc les 2 Coupes de France et le titre de champion. Mais les trois, là, en fait, c'est parce que c'est l'année où Paris fait donc 26 matchs sans défaite, le premier titre de champion de France. Et en fait, un peu à l'image de Mota, Verratti, Matuidi, c'était un milieu très complémentaire. C'est-à-dire que grosse activité, techniquement très propre. Fabrice Poulain, c'était un joueur qui venait de Nantes, très bon techniquement. Euh, et, euh, et Oumar Sène, c'était pareil, c'est-à-dire que c'était un milieu de terrain sénégalais et qui stabilisait un peu tous les joueurs. Parce qu'il faut savoir que Luis Fernandez, quand il est au PSG, en équipe de France, il joue plutôt numéro 6 derrière les 3-10, quoi, enfin les 8 et 2-10. Mais quand il est au PSG, il est plutôt 8. Hein. Il a beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de liberté qu'en équipe de France. Et en fait, c'est un peu Oumar Sène qui fait le numéro 6. Et en fait, ce trio-là, il a juste été énorme pendant cette saison-là où Paris est champion. 26 matchs sans défaite, des matchs où Paris domine des cadors du championnat de France à l'époque, hein, des Monaco, des Nantes, des Bordeaux. Et en fait, pourquoi? Parce qu'encore une fois, alors il y a eu les années 2000, on a dit, on n'arrive jamais à trouver des bons joueurs. Ah, les années 2000, Il y a Makelele, les années 2000. Ouais, non, mais on se comprend, tu vois, c'était bon. on pourra faire un petit truc vite fait dessus après, mais ouais, c'est vrai que c'était la période un peu plus compliquée pour les milieux de terrain, les numéros 6-8. Voilà, mais encore une fois, dans les années 80, même si le PSG était en construction, il y avait des vrais très bons joueurs. C'est-à-dire qu'il y avait pratiquement que des internationaux. Fabrice Poulain, il a été international français. Bon, Luis Hernandez, on n'en parle pas. Même Jean-Claude Lemoux a eu une ou deux sélections. C'était vraiment une époque où, malgré des résultats qui étaient compliqués à avoir parce que le championnat de France était quand même d'un très très haut niveau, les années 80, le PSG a eu des très grands joueurs. Et ce milieu de terrain-là, il symbolise parfaitement ce qu'a été le PSG, notamment l'année du titre. Voilà, où il y avait ce côté très rigoureux avec des bagarreurs, parce que Marseille et Luis Fernandez, c'était quand même des bagarreurs. Mais Luis Fernandez, même s'il a été beaucoup réduit à ça, Luis Fernandez, c'était un vrai joueur de football. Et Fabrice Poulain, c'était un très bon technicien. Donc, il y a toujours eu ce mélange au PSG. Comme on disait, il y a eu l'histoire des 10, mais le milieu de terrain, ça a beaucoup été aussi dans l'histoire du PSG quelque chose d'important. On est déjà, je vous laisse terminer. On va pas faire trop long. Juste, de podcast, donc c'est pour pas que ce soit trop long pour ceux qui nous écoutent. Mais vas-y, Clément, vas-y. Ouais, je ne vais pas longtemps, 1 minute, à réagir sur Fernandez. Je ne sais pas si les gens, les gens comme moi, enfin de mon âge plutôt, et qui n'ont pas connu cette époque-là, ont pu regarder les rediffusions des finales contre Saint-Etienne et Nantes en 82-83 sur la chaîne L'Équipe il n'y a pas longtemps.
c'est hallucinant. Enfin, moi, j'ai été scotché. Voilà, parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau à l'époque. Voilà, Surtout celle de Nantes. Ouais, le niveau de Luis Fernandez, mais tu voyages tranquille avec un mec comme ça. Tu peux jouer à 9 avec un mec comme ça. Il est partout. Il récupère tous les ballons. Sur chaque embrouille, il est là. Quand il faut parler à l'arbitre, il est là. Ça, tu parles, hein. En fait, moi, il m'a fait penser, alors ça c'est dommage, au Sergio Ramos du milieu de terrain. Genre, tu te dis, avec un mec comme ça, et ça explique aussi les succès du PSG des années 80. Le PSG avait un véritable soldat en milieu de terrain. Et nous, on a plus connu le PSG, le Fernandez entraîneur dans les années 90 et 2000. Mais le Fernandez joueur, c'était monstrueux en milieu. D'ailleurs, lui, ça a déjà joué latéral droit. Et il a même fini un match à Metz, je crois, dans les buts. Pour dire un peu la polyvalence. Comme Amadou Sakho, quand il est rentré. Non, mais Luis Fernandez, c'est vrai, la comparaison, elle est bonne parce qu'il a joué latéral droit, il a parfois dépanné en défense centrale. Après, son vrai poste, c'était milieu de terrain. Mais c'est vrai que dans l'attitude et dans l'état d'esprit, c'était vraiment ce leader-là, quoi. C'est pour ça qu'il a marqué aussi à tel point l'histoire du PSG. Est-ce que vous voulez faire, Mathis, est-ce que vous voulez la parole pour terminer le podcast sur des milieux qu'on n'a pas forcément retenus, ou parler de l'époque 2000 on peut parler de l'époque 2000 hein, comme on n'a pas parlé, où c'était un peu plus compliqué. Vous voulez me citer des exemples de joueurs? Ouais. Alors je peux vous en citer à l'appel, hein. Il y a des Mbami, des Goléal, des Brozovic, des Corridon, Yarko. et quoi, Albert Banning, voilà, où c'était tu fallait pas les citer, je crois. Vitesse de Rasso, enfin voilà, c'est pas Makelele. Hein? Ouais. Makelele, quand même. Bien sûr, avec Claude Makelele. Il y a Makelele. Voilà. Mais je disais dans le sens les joueurs qui ont un peu moins marqué. Que des années 2000 ou des milieux qu'on n'a pas cités? Tu peux donner des joueurs qu'on n'a pas cités, mais les années 2000, on s'aurait été bien de dire un petit mot, parce que même si c'est la période peut-être la plus sombre du PSG, voilà, il y avait quand même quelques trophées, et voilà, il faut en parler quand même. Ou Makelele, alors c'est mauvais, hein, je trouve que le joueur est très limité, mais il y a eu Jérémy Clément qui m'a un peu marqué, qui a mis... fait le transfert avec Matuidi, hein, quand Matuidi arrive à Saint-Etienne, Clément part à Saint-Etienne. Ouais, on a bien fait, vraiment. Franchement, ça c'est un bon deal, ça. Mais genre, en 2008, il marque un but contre Saint-Etienne, il me semble. Il égalise au parc et ça nous rapporte un point et ça nous met un peu moins dans la merde quand on se déplace à Sochaux la semaine suivante. Et on se raccroche à rien, comme quoi. Hein. Ah ouais. C'était très important. Moi, j'aimais bien Jérémy Clément. Au début, en fait, c'était un peu bon, avec ses moyens évidemment, mais c'était un peu un soldat aussi à sa manière. Mais sur la fin, il était pénible parce que il faisait aucune passe du droit, il faisait toutes ses passes en arrière. Sur la fin, c'était vraiment pénible. Quand le PSG allait un peu mieux, il apportait rien dans le jeu. Quand il était aux côtés de Makelele, c'était pénible. Moi, il y a un joueur qui m'a déçu parce que je misais beaucoup en lui, c'était Didier Digard quand il est arrivé. En 2006-2007, je crois. Il arrive de Middlesbrough. Non, c'est. Il arrive du Havre et il va à Middlesbrough. Quand il arrive, il est pas mauvais. Il a du coffre au milieu. Enfin, je parle des matchs amicaux, du moins, de pré-saison et les premiers matchs. Il a du coffre, il va vers l'avant. Et au final, il s'est embourbé comme le reste de l'équipe dans un niveau assez médiocre. Et enfin, un dernier mot sur Makelele, évidemment. Parce qu'on n'a pas eu le plus grand Makelele, évidemment, il était en fin de carrière. Mais Dieu sait qu'il symbolise l'après-période maintien, année galère. Il permet au club de se ressaisir et de rejouer le haut du tableau. Et dans le leadership, et d'ailleurs Robin Leproux me l'a dit à plusieurs fois, il a été scotché par le professionnalisme et l'expérience de Makelele, tout ce qu'il a apporté au PSG. C'est vraiment remarquable pour une fin de carrière. Vas-y, Yacine. Juste pour finir, des années 90, on est obligé de citer Paul Le Guen parce qu'au milieu de terrain, ça a été un monstre, avec Guérin et Fournier. Et aussi après, je voulais citer un autre parce que lui, c'était presque imprévisible, mais c'est Daniel Bravo, parce que Daniel Bravo, c'est quand même un attaquant, le petit prince, un des plus jeunes appelés en équipe de France. Et en fait, Luis Fernandez, il le replace en numéro 6. Et en fait, c'est une révélation. Le mec, il a une deuxième carrière à ce poste-là, quoi. Il s'en va après à Parme, où il est énorme en Italie. Enfin, en Italie, à l'époque, en plus, avec le championnat italien qui était très tactique, on ne prenait pas n'importe qui en numéro 6. Et Daniel Bravo, il est juste énorme quand il est replacé à ce poste-là. La phase de poule de Ligue des Champions, il est monstrueux. D'ailleurs, il marque contre le Bayern un super but, mais il est monstrueux. Et la finale de la Coupe des Coupes, c'est pareil. C'est-à-dire que le mec, il stabilise le milieu de terrain. Il avait une activité énorme. Et quand tu sais qu'au départ, c'était un milieu offensif, un peu élégant, technique, il était surnommé le petit prince, quoi. Le mec, ça se retrouve à être un mec qui va au charbon, mais il est énorme. Et franchement, c'était... Des fois, il y a des entraîneurs, ils font un peu des trucs de fou en voulant replacer des joueurs.
Mais franchement, là, c'est une des plus grandes trouvailles de Fernandez C'est un parce que. coup tactique quand même. Ah ouais, c'est énorme ce qu'il a fait. Et Daniel Bravo a marqué l'histoire du PSG aussi grâce à ça, parce que Daniel Bravo, il est au PSG avant Canal+. Hein. Il est Ouais, là ouais. en 1989, dans les dernières années un peu bourbier. Et finalement, il est attaquant remplaçant les premières années avec Arthur Georges. Et il est repositionné et il revit avec Luis Fernandez. Quoi. Oui, on avait peur d'être un peu court sur les milieux, mais on a quand même de quoi dire. On a quand même eu des. Là, on peut aussi citer Mathieu Bodmer, qui à la fin des années 2000, c'est un beau joueur, Bodmer. C'est un beau Ouais. joueur. C'est Ouais. un peu feignant, Élégant, mais genre élégant, vraiment dans les passes, dans les ouvertures. J'ai revu des matchs là il n'y a pas longtemps. C'est costaud, hein. Franchement, il fait des belles ouvertures, des belles passes. Et c'était un joueur plutôt élégant, plaisant à voir. Ouais, bah un peu à la Michael Pagis ou à la ouais, un peu dans le profil. Bah, j'avais un nom moi qui me venait en tête. C'est peut-être plus parce que c'est un Titi qu'il a été formé au PSG. C'est Clément Chantôme aussi. Alors certes, il a pas fait, mais il a quand même fait ses matchs et voilà, c'est un joueur qui est né, qui est du cru PSG. Et à l'époque, il y avait quand même pas beaucoup de joueurs qui sortaient de son formation, qui arrivaient titulaires et qui arrivaient à performer. Donc voilà, Clément Chantôme, malgré tout, quand même, il a compté, on va dire, dans les années 2000. À l'arrivée d'Ancelotti, Chantôme, c'est l'un des mecs qui résiste le mieux à la concurrence, qui est le plus souvent aligné. Et que ce soit en milieu à deux ou sur le côté droit, au début de QSI, c'est un mec beaucoup utilisé, Chantôme. Ouais, non, non, bien sûr. Bon, en tout cas, pas de milieu rajouté. Je Non, pense c'est qu'on bon. était On va tous les faire. ouais. Et puis voilà, en plus, c'est une rubrique, c'est les milieux qui ont marqué l'histoire du PSG, c'est Ouais. pas tous ceux qui sont passés par le club. Donc, je pense qu'on a été complet là-dessus. On verra quel poste on fera la semaine prochaine. Ouais. Les gardiens, hein. On avait Les dit gardiens. les gardiens. Les gardiens. On fera les gardiens. Allez, on fera les gardiens la semaine prochaine. On a encore quelques sujets comme ça à vous proposer. Bon, en tout cas, voilà, on arrive à la fin du podcast. On est déjà à plus d'1h10 de podcast. Alors, encore une fois, je l'avais dit, hein, on a toujours de quoi causer avec nos belles instances et notre beau foot français et aussi l'actu qui entoure le PSG. Merci à vous trois d'avoir participé au podcast. C'était super aujourd'hui. Merci Clément, merci Yacine et merci Mathis. Hein, tu vas les refaire. Hein, Mousse, il va pouvoir rester sur le banc un peu. Il va pouvoir se reposer l'ancien. Évidemment, vous retrouverez. Icardi, fallait pas qu'il se blesse. Vous retrouverez Mousse évidemment bientôt dans le podcast. Merci à vous trois d'avoir participé à ce podcast et puis on se dit à jeudi prochain les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bonne soirée à tous. Ciao.